Salut, c'est John. Aujourd'hui, je vous présente un livre de Canguilhem, le normal et le pathologique. N'hésitez pas à regarder dans la description pour avoir de plus amples informations sur le livre ou les livres en rapport avec ce livre et n'hésitez pas à vous abonner. Bien à vous. Introduction au problème. Pour agir, il faut au moins localiser. Quand agir sur un séisme ou sur un ouragan? C'est sans doute aux besoins thérapeutiques qu'il faut attribuer l'initiative de toute théorie ontologique de la maladie. Voir dans tout malade un homme augmenté ou diminué d'un être, c'est déjà en partie se rassurer. Ce que l'homme a perdu peut lui être restitué, ce qui est entré en lui peut en sortir. Même si la maladie est sortilège, envoûtement, possession, on peut espérer la vaincre. Il suffit de penser que la maladie survive à l'homme pour que tout espoir ne soit pas perdu. La magie offre des ressources innombrables pour communiquer aux drogues et aux rites d'incantation toute l'intensité du désir de guérison. Suggériste à noter que la médecine égyptienne a probablement généralisé, en la composant avec l'idée de la maladie-possession, l'expérience orientale des affections parasitaires. Rejeter des vers, c'est récupérer de la santé. La maladie entre et sort de l'homme comme par la porte. Aujourd'hui encore, il existe une hiérarchie vulgaire des maladies fondée sur la plus ou moins grande facilité d'en localiser les symptômes. C'est ainsi que la paralysie agitante est plus une maladie que le zona thoracique et le zona plus que le furoncle. Sans vouloir attenter à Sa Majesté des dogmes pastoriens, on peut bien dire que la théorie microbienne des maladies contagieuses a dû certainement une part non négligeable de son succès à ce qu'elle contient de représentations ontologiques du mal, même s'il faut le trébuchement compliqué du microbe, des colorants et des cultures, on peut le voir au lieu qu'on ne saurait voir un miasme ou une influence. Voir un être, c'est déjà pas voir un acte. Personne ne contestera le caractère optimiste des théories de l'affection quand leur prolongement thérapeutique, la découverte des toxines et la reconnaissance du rôle pathogénique des terrains spécifiques et individuels ont détruit la belle simplicité d'une doctrine dont le revêtement scientifique dissimulait la persistance d'une réaction devant le mal aussi vieille que l'homme lui-même. Mais si on éprouve le besoin de se rassurer, c'est qu'une angoisse hante constamment la pensée et on délègue à la technique magique ou positive le soin de restaurer dans la norme souhaitée l'organisme affecté de maladie. C'est qu'on n'attend rien de bon de la nature par elle-même. Inversement, la médecine grecque offre à considérer dans les écrits et les pratiques hippocratiques une conception non plus ontologique mais dynamique de la maladie, non plus localisationniste mais totalisante. La nature fixis en l'homme comme hors de lui est harmonie et équilibre. Le trouble de cet équilibre, de cette harmonie, c'est la maladie. Dans ce cas, la maladie n'est pas quelque part dans l'homme, elle est en tout l'homme et elle est tout entière en lui. Les circonstances extérieures sont des occasions mais non des causes. Ce qui est en équilibre dans l'homme et dont le trouble fait la maladie, ce sont quatre humeurs dont la fluidité est précisément apte à supporter des variations et des oscillations et dont les qualités sont couplées selon leur contraste: chaud, froid, humide, sec. La maladie n'est pas seulement déséquilibre ou disharmonie, elle est aussi et peut-être surtout effort de la nature en l'homme pour obtenir un nouvel équilibre. La maladie est réaction généralisée à intention de guérison. L'organisme fait une maladie pour se guérir. Le thérapeute doit d'abord tolérer et au besoin renforcer ses réactions hédoniques et thérapeutiques spontanées. La technique médicale imite l'action médicale naturelle, vis medicatrix naturae. Imiter, c'est non seulement copier une apparence, c'est mimer une tendance, prolonger un mouvement intime, certes. Une telle conception est aussi un optimisme, mais ici l'optimisme concerne le sens de la nature et non pas l'effet de la technique humaine. La pensée des médecins n'a pas fini d'osciller de l'une à l'autre de ces deux représentations de la maladie.
de l'une à l'autre de ces deux formes d'optimisme, trouvant chaque fois pour l'une ou pour l'autre aptitude quelques bonnes raisons dans une pathogénie fraîchement élucidée, les maladies des carences et toutes les maladies infectieuses ou parasitaires font marquer un point à la théorie ontologique. Les troubles endocriniens et toutes les maladies à préfixe 10, à la théorie dynamiste ou fonctionnelle, ces deux conceptions ont pourtant un point commun. Dans la maladie, au mieux dans l'expérience de l'être malade, elle voit une situation polémique, soit une lutte de l'organisme et des êtres étrangers, soit une lutte intérieure des forces affrontées. La maladie diffère de l'état de santé, le pathologique du normal, comme une qualité d'une autre, soit par présence ou absence d'un principe défini, soit par remaniement de la totalité organique. Passe encore cette hétérogénéité des états normaux et pathologiques dans la conception naturiste, qui attend peu de l'intervention humaine pour la restauration du normal. La nature trouvera les voies vers la guérison, mais dans une conception qui admet et attend que l'homme puisse forcer la nature à la piller à ses vœux normatifs, l'altération qualitative séparant le normal du pathologique était difficilement soutenable. Ne répétons pas depuis Bacon qu'on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Commander à la maladie la pensée de C.L. Bernard, l'intérêt à la porte du normal vers le pathologique aux fins d'une action raisonnée sur le pathologique comme fondement d'une thérapeutique décidément en rupture avec l'empirisme que la connaissance de la maladie est recherchée au moyen de la physiologie et à partir d'elle. L'identité du normal et du pathologique est affirmée au bénéfice de la correction du pathologique. Enfin, l'affirmation d'identité reste chez Comte purement conceptuelle, alors que Claude Bernard tente de préciser cette identité dans une interprétation d'allure quantitative numérique. Ce n'est un point pour la déprécier qu'on qualifie de dogme une telle théorie, mais pour bien en faire saisir la résonance et la portée. Ce n'est point par hasard qu'on choisit de rechercher à Comte de C.L. Bernard les textes qui en ont fixé le sens. L'influence de ces deux auteurs sur la philosophie, la science et plus encore peut-être sur la littérature du XIXe siècle est considérable. Or, il est constant que les médecins cherchent plus volontiers la philosophie de leur art dans la littérature que dans la médecine ou dans la philosophie elle-même. La lecture de Littré, de Renan, de Taine a certainement suscité plus de vocation médicale que celle de Richerand ou de Trousseau, car c'est un fait avec lequel il faut compter qu'on vient à la médecine généralement en toute ignorance des théories médicales, mais non sans idées préconçues sur bien des concepts médicaux. Les diffusions des idées de Comte dans les milieux médicaux, scientifiques et littéraires a été l'œuvre de Littré et de Charles Robin, premier titulaire d'histoire à la faculté de médecine de Paris. C'est surtout dans le domaine de la psychologie que leur écoute s'est prolongé. Nous l'entendons chez Renan, le sommeil, la folie, le délire, le somnambulisme. L'hallucination offre à la psychologie individuelle un champ d'expérience bien plus avantageux que l'état régulier, car les phénomènes qui, dans cet état, sont comme effacés par leur ténuité, apparaissent dans les crises extraordinaires d'une manière plus sensible par leur exagération. Le physicien n'étudie pas les galvanismes dans les faibles quantités que présente la nature, mais il le multiplie par l'expérimentation afin de l'étudier avec plus de facilité, bien sûr, d'ailleurs, que les lois étudiées dans cet état exagère sont identiques à celles de l'état naturel. De même, la psychologie de l'humanité devra s'identifier surtout par l'étude des folies de l'humanité, de ses rêves, de ses hallucinations qui se retrouvent à chaque page de l'histoire de l'esprit humain. L. Dugas, dans son étude sur Ribot, a bien montré la parenté entre les vues méthodologiques de Ribot et les idées de Comte et de Renan, son ami protecteur. La psychologie et la pathologie, c'est de l'esprit aussi bien que c'est du corps, ne s'opposent pas l'une à l'autre comme deux contraires, mais comme deux
partie du même tout. La méthode pathologique tient à la fois de l'observation pure et de l'expérimentation. C'est un puissant moyen d'investigation qui a été riche en résultats. La maladie est en effet une expérimentation de l'ordre le plus subtil, institué par la nature elle-même dans les circonstances bien déterminées et avec le procédé dont l'art humain ne dispose pas. Elle atteint l'inaccessible. Le moins large et profonde est l'influence de Claude Bernard sur les médecins de l'époque de 1870 à 1814, soit directement par la physiologie, soit indirectement par la littérature, comme l'ont établi les travaux de Lamy et de Donald King sur les rapports de naturalisme littéraire et des doctrines biologiques médicales du XIXe siècle. Nietzsche lui-même emprunte Claude Bernard et précisément l'idée que la pathologie est homogène au normal, citant un long passage sur la santé de la maladie tiré des leçons sur la chaleur animale. Nietzsche le fait précéder de la réflexion suivante. La valeur de tous les états morbides consiste en ceci qu'ils montrent sans un verre grossissant certaines conditions qui, bien normales, sont difficilement visibles à l'état normal. La volonté de puissance. Ces indications sommaires paraissent devoir suffire à montrer que la thèse dont on voudrait définir le sens et la portée n'est pas inventée pour les besoins de la cause. L'histoire des idées n'est pas nécessairement superposable à l'histoire des sciences, mais comme les savants mènent leur vie d'homme dans un milieu et un entourage non exclusivement mais comme les savants mènent leur vie d'homme dans un milieu et un entourage non exclusivement scientifique, l'histoire des sciences ne peut négliger l'histoire des idées. Appliquant à une thèse sa propre conclusion, on pourrait dire que les déformations qu'elle subit dans le milieu de culture en peuvent révéler la signification essentielle. On a choisi de centrer l'exposé autour de noms de contes de C.L. Bernard parce que ces auteurs ont vraiment joué le rôle à demi-volontaire de porte-drapeau, d'où la préférence qu'il leur est donnée sur tant d'autres également cités qu'on aurait pu éclairer plus vivement dans telle ou telle autre perspective si l'on a choisi d'adjoindre à l'exposé des idées de Lecomte et de C.L. Bernard. L'exposé des idées de Leriche, c'est pour une raison précisément inverse. Ce dernier auteur est discuté tant en médecine qu'en psychologie et ce n'est pas le moindre de ses mérites, mais il est possible que l'exposé de ses conceptions dans une perspective historique découvre en elle des profondeurs et une portée insoupçonnée sans sacrifier au culte l'autorité. On ne peut contester à un praticien éminent une compétence en matière pathologie bien supérieure à celle de Comte ou de C.L. Bernard, et il n'est pas d'ailleurs tout à fait sans intérêt pour le problème examiné ici que le riche occupe actuellement au Collège de France la chaire de médecine illustrée par C.L. Bernard lui-même. La dissonance n'ont que de sens et de prix. Auguste Lecomte et les principes de Brosset. Auguste Lecomte affirme l'identité réelle des phénomènes pathologiques et des phénomènes physiologiques correspondant durant les 3 stades principaux de son évolution intellectuelle. Dans les périodes préparatoires au cours de la philosophie positive marquée au début de l'amitié avec Saint-Simon, dont Comte se sépare en 1824 dans les périodes dites proprement de la philosophie positive, dans la période par certains traits si différents de la précédente du système politique positif, Comte attribue à ce qu'il appelle le principe de Broussais une portée universelle dans des phénomènes biologiques, psychologiques et sociologiques. C'est en 1828, en rendant compte du traité de Broussais, de l'irritation et de la folie, que Comte adhère à ce principe et le reprend pour son propre usage. Comte attribue à Broussais le mérite qui revient en réalité à Bichat et avant lui à Pinel d'avoir proclamé que toutes les maladies admises ne sont que des symptômes et qu'il ne saurait exister de dérochement des fonctions vitales sans lésion d'organes ou plutôt de tissus, mais surtout ajoute Comte, jamais on a conçu d'une manière aussi directe et aussi satisfaisante la relation fondamentale entre la pathologie et la physiologie.
Broussais explique en effet toutes les maladies comme consistant essentiellement dans l'excès ou le défaut de l'excitation des divers tissus au-dessus et au-dessous du degré qui constitue l'état normal. Les maladies ne sont donc que les effets de simples changements d'intensité dans l'action des stimulants indispensables à l'entretien de la santé. De ce jour, Comte élève la conception nosologique de Broussais au rang d'axiome général et ne serait pas trop de dire qu'il lui accorde la même valeur dogmatique qu'à la loi de Newton ou au principe d'Alembert. Il est certain que lorsqu'il cherche à rattacher son principe sociologique fondamental, le progrès n'est que le développement de l'ordre à quelques autres principes plus généraux capables de le valider comme hésite entre l'autorité de Broussais et celle d'Alembert. Tantôt il se réfère à la réduction par Alembert des lois de la communication des mouvements aux lois d'équilibre, tantôt à l'aphorisme de Broussais, la théorie positive de la modificabilité des phénomènes se condense entièrement dans ce principe universel résulté de l'extension systématique du grand aphorisme de Broussais. De modification artificielle ou naturelle de l'ordre réel concerne seulement l'intensité des phénomènes correspondants. Malgré les variations de degré, les phénomènes conservent toujours le même arrangement, tout changeant de nature proprement dit, c'est-à-dire de classe, étant d'ailleurs reconnu contradictoire. Progressivement, Comte en vient presque à revendiquer pour lui-même la paternité intellectuelle de ce principe en raison de l'extension systématique qu'il lui a donnée exactement comme au début il estimait que Broussais l'ayant emprunté à Brault pouvait le revendiquer pour lui-même en raison de l'usage personnel qu'il en avait fait. Il faut citer ici un assez long passage qu'un abreuvé affaiblirait la justicieuse observation des maladies institue envers les êtres vivants une suite d'expériences indirectes beaucoup plus propres que la plupart des expériences directes et éclaircir la notion de dynamique et même statique. Mon traité philosophique a fait assez apprécier la nature et la portée d'un tel procédé, d'où émanent réellement les principales acquisitions biologiques. Il repose sur le grand principe dont je lui attribuais la découverte de Broussais, par ce qui ressort de l'ensemble de ses travaux, quoique j'en ai seul construit la formule générale et directe. L'état pathologique était jusqu'alors rapporté à des lois toutes différentes de celles qui régissent l'état normal, en sorte que l'exploration de l'un ne pouvait rien décider pour l'autre. Broussais établit que le phénomène de la maladie coïncide essentiellement avec ceux de la santé, dont il ne diffère jamais que par l'intensité. Ce lumineux principe est devenu la base systématique de la pathologie et ainsi subordonné à l'ensemble de la biologie appliquée en sens inverse. Il explique et perfectionne la haute aptitude de l'analyse pathologique pour éclairer les spéculations biologiques. Les lumières qu'on lui doit déjà ne peuvent donner qu'une faible idée de son efficacité ultérieure. Le régime encyclopédique l'entendra surtout aux fonctions intellectuelles et morales auxquelles le principe de Broussais n'a pas encore été dignement appliqué, en sorte que leur maladie nous étonne ou nous émeuve sans nous éclairer, outre son efficacité directe pour la question biologique. Il constituera dans le système général de l'éducation positive, heureusement, préparation logique aux procédés analogues envers les sciences finales, car l'organisme collectif, en vertu de sa complication supérieure, comporte des troubles encore plus graves, plus variés et plus fréquents que ceux de l'organisme individuel. Je ne crains pas d'assurer que le principe de Broussais doit être entendu jusque-là, et je lui ai souvent appliqué que confirmer ou perfectionner les lois sociologiques, mais l'analyse des révolutions ne saurait éclairer l'étude positive de la société dans l'initiation logique résultée à cet égard. Des cas plus simples que présente la biologie, voilà donc un principe de nosologie investi d'une autorité universelle, y compris dans l'ordre politique, qui reste assuré et que cette
ultime utilisation projetée qui lui confère rétroactivement toute la valeur dont il est déjà capable selon Comte dans l'ordre biologique. Fin du premier paragraphe de la page 26. C'est la 40e leçon du cours de philosophie positive, considération philosophique sur l'ensemble de la science biologique, qui contient le texte le plus complet de Comte. Sur le problème qui nous occupe, il s'agit de montrer quelles difficultés rencontre dans les caractères originaux du vivant la simple extension des méthodes d'expérimentation qui ont fait dans l'ordre des phénomènes physio-chimiques la preuve de leur fécondité. Une expérimentation quelconque est toujours destinée à découvrir suivant quelle loi chacune des influences déterminantes ou modificatrices d'un phénomène participe à son accomplissement, et elle consiste en général à introduire dans chaque condition proposée un changement bien défini afin d'apprécier directement la variation correspondante du phénomène lui-même. Or, en biologie, la variation imprimée à une ou plusieurs conditions d'existence du phénomène ne peut pas être quelconque, mais doit être comprise entre certaines limites compatibles avec l'existence du phénomène. En outre, le fait du consensus fonctionnel propre à l'organisme interdit de suivre avec une suffisante précision analytique le rapport qui lie une perturbation déterminée à ses effets exclusifs supposés. Mais pense Comte, si l'on veut bien admettre que l'essentiel dans l'expérimentation, ce n'est pas l'intervention artificielle du chercheur dans le cours d'un phénomène qu'il tend intentionnellement à perturber, et que c'est bien plutôt la comparaison entre un phénomène témoin et un phénomène altéré quant à quelques-unes de ses conditions d'existence. Il s'ensuit que les maladies doivent pouvoir jouer le rôle aux yeux du savant d'expérimentation spontanée permettant une comparaison entre les divers états anormaux de l'organisme et son état normal. Suivant le principe éminemment philosophique qui sert de base générale et directe à la pathologie positive, et dont nous devons l'établissement définitif au génie hardi et persévérant de notre illusoire citoyen Monsieur Brousset, l'état pathologique ne diffère point radicalement de l'état physiologique à l'égard duquel il ne saurait constituer, sous un aspect quelconque, qu'un simple prolongement plus ou moins étendu des limites de variation soit supérieures, soit inférieures à chaque phénomène de l'organisme normal, sans pouvoir jamais produire de phénomènes vraiment nouveaux qui n'auraient point, à un certain degré, leur analogue purement physiologique. Par suite, toute conception de pathologie doit s'appuyer sur une connaissance préalable de l'état normal correspondant. Inversement, l'étude scientifique des cas pathologiques devient un moment indispensable de toute recherche de loi de l'état normal. L'observation des états pathologiques présente sur l'exploration proprement expérimentale des avantages réels et nombreux. Le passage du normal à l'anormal est plus long et plus naturel quand il s'agit d'une maladie, et le retour à l'état normal, lorsqu'il se produit, fournit spontanément une contre-épreuve vérificatrice. De plus, lorsqu'il s'agit de l'homme, l'exploration pathologique est plus riche que l'exploration expérimentale nécessairement limitée. Valable au fond pour tous les organismes, même végétaux. L'étude scientifique de ces cas morbides convient éminemment aux phénomènes vitaux les plus complexes et donc les plus délicats et les plus fragiles qu'une expérimentation trop brusquement perturbatrice risquerait de dénaturer. Qu'on pense ici au phénomène de la vie de relation chez les animaux supérieurs et chez l'homme aux fonctions nerveuses et aux fonctions psychiques. Afin l'étude des anomalies et monstruosités, conçues comme des maladies à la fois plus anciennes et moins curables que les perturbations fonctionnelles des divers appareils végétatifs ou neuromoteurs, complète l'étude des maladies. Le moyen tératologie vient s'ajouter sur l'investigation biologique ou moyen pathologique. Il convient de remarquer d'abord le caractère particulièrement abstrait de cette thèse, l'absence au cours de son exposé littéral de tout exemple précis d'ordre médical propre à illustrer. Faute de pouvoir référer à des exemples, ces propositions générales, on ignore à quel point de vue Comte se place pour affirmer que le phénomène pathologique a toujours son analogue dans un phénomène physiologique, qui ne constitue rien de radicalement nouveau, en quoi une
Une artère sclérosée est-elle analogue à une artère normale, en quoi un cœur asystolique est-il identique à un cœur d'athlète en possession de tous ses moyens? Sans doute faut-il entendre que dans la maladie comme dans la santé, les lois des phénomènes vitaux sont les mêmes. Mais alors, pourquoi ne pas les dire expressément et pourquoi n'en pas proposer d'exemple? Et même alors, cela entraîne-t-il que des effets analogues soient déterminés dans la santé et dans la maladie par des mécanismes analogues? Qu'on réfléchisse à cet exemple donné par Sigerist. Pendant la digestion, le nombre des globules blancs augmente. Il en est de même au début d'une infection. Par conséquent, ce phénomène est tantôt physiologique, tantôt pathologique selon la cause qui l'a provoqué. On remarque ensuite qu'en dépit de la réciprocité d'éclaircissement que le normal reçoit de son rapprochement avec le pathologique et le pathologique de son assimilation au normal, Comte insiste à plusieurs reprises sur l'obligation de déterminer préalablement le normal et ses vraies limites de variation avant d'explorer méthodiquement les cas pathologiques. C'est bien dire qu'à la rigueur privée des leçons de la maladie, espèce du genre expérimentation, une connaissance des phénomènes normaux est possible et requise uniquement fondée sur l'observation, mais une grave lacune se présente aussi que le conte ne propose aucun critère permettant de reconnaître qu'un phénomène est normal. On est donc fondé à penser sur ce point, il se réfère au concept usuel correspondant étant donné qu'il utilise indifféremment les notions d'état normal, d'état physiologique et d'état naturel. Mieux encore, ayant à définir les limites des perturbations pathologiques ou expérimentales compatibles avec l'existence des organismes, Comte identifie ces limites avec celles d'une harmonie d'influences distinctes, tant extérieure qu'intérieure, en sorte que finalement éclairé par ce concept d'harmonie, le concept de normal ou de physiologique est ramené à un concept qualitatif et polyvalent, esthétique et moral plus encore que scientifique. Pareillement, en ce qui concerne l'affirmation d'identité du phénomène normal et du phénomène pathologique correspondant, il est clair que l'intention de Comte est de nier la différence qualitative que les vitalistes admettaient entre l'un et l'autre. En bonne logique, nier une différence qualitative doit conduire à affirmer une homogénéité quantitativement expérimentale. C'est sans doute à quoi tend Comte en définissant la pathologie comme simple prolongement plus ou moins étendu dans les limites de variation soit supérieures soit inférieures, propres à chaque phénomène de l'organisme normal. Mais enfin, il faut bien reconnaître que les termes utilisés ici pour n'être que vaguement et lâchement quantitatifs conservent encore une résonance qualitative. Ce vocabulaire inadéquat à l'intention qu'il veut exprimer contre le tien de Bousset et ce remontant jusqu'à fin de la page 29. Bousset que nous comprendrons les incertitudes et les lacunes de l'exposé de Lecomte. Nous résumons la théorie de Bousset de préférence d'après le traité de l'irritation de la folie, puisque c'est parmi ses œuvres celle que Comte connaissait le mieux. Nous avons pu constater que ni le traité de physiologie appliqué à la pathologie ni le catéchisme de médecine physiologique ne formule cette théorie plus clairement ni d'une autre manière. Bousset reconnaît dans l'excitation le fait vital primordial. L'homme n'existe que par l'excitation exercée sur ses organes, par les milieux dans lesquels il est forcé de vivre. Les surfaces de rapport, tant internes qu'externes, transmettent par leur intervention cette excitation au cerveau qui le réfléchit dans tous les tissus, y compris les surfaces de rapport. Ces surfaces sont placées entre deux sortes d'excitation, les corps étrangers et l'influence du cerveau. C'est sous l'action continue de ces multiples sources d'excitation que la vie s'entretient à appliquer la doctrine physiologique et la pathologie. C'est rechercher comment cette excitation peut dévier de l'état normal et constituer un état anormal ou maladif. Ces déviations sont de l'ordre du défaut ou de l'excès. L'irritation diffère de l'excitation sous le seuil rapport de quantité. On peut le définir comme l'ensemble des troubles qui sont produits dans l'économie par les agents qui rendent les phénomènes de la vie plus ou moins prononcés qu'ils ne le sont dans l'état normal.
L'irritation, c'est donc l'excitation normale transformée par son excès. Inversement, un air trop oxygéné surexcite le poumon d'autant plus fortement que ce viscère est plus excitable et l'inflammation en est la suite. Les deux déviations, par défaut ou par excès, ne sont pas la même importance pathologique. La seconde, l'emportant notablement sur la première, cette seconde source de maladie, l'excès d'excitation converti en irritation est donc beaucoup plus féconde que la première ou le défaut d'excitation, et l'on peut affirmer que c'est d'elle que découle la majeure partie de nos maux. Bouffet identifie le terme d'anormal et de pathologique ou de morbide en les employant différemment. La distinction entre le normal ou le physiologique et l'anormal ou le pathologique serait donc une simple distinction quantitative et s'en tenir au terme d'excès et de défaut. Ces distinctions vaut pour les phénomènes mentaux comme pour les phénomènes organiques. Une fois admises par Broussais, les théories physiologiques des facultés intellectuelles, telle est sommairement présentée la thèse dont la formule est due plus certainement à la personnalité de son auteur qu'à la cohérence de sa composition. Il est clair d'abord que Broussais confond dans la définition de l'état pathologique la cause et l'effet. Une cause peut varier quantitativement de façon continue et provoquer cependant des effets qualitativement différents. Pour prendre un exemple simple, une excitation quantitativement accrue peut déterminer un état agréable bientôt suivi de douleur, de sentiments que nul ne voudra confondre dans une telle théorie. On mêle constamment deux points de vue, celui du malade qui éprouve sa maladie et que la maladie éprouve, celui du savant qui ne trouve rien dans la maladie dont la physiologie ne puisse rendre compte, mais il en est des états de l'organisme comme de la musique. Les lois de l'acoustique ne sont pas violées dans une cacophonie, cela n'entraîne pas que toute combinaison de sons soit agréable. En somme, une telle conception peut être développée en deux sens légèrement différents, selon qu'on établit entre le normal et le pathologique un rapport d'homogénéité ou un rapport de continuité. C'est le rapport de continuité que retient notamment Beguin, disciple de stricte obédience. La pathologie n'est qu'une branche ensuite, un complément de physiologie ou plutôt celle-ci embrasse l'étude des actions vitales à toutes les époques de l'existence des corps vivants. On passe insensiblement de l'une à l'autre de ces sciences en examinant les fonctions depuis l'instant où les organes agissent avec toute la régularité et toute l'uniformité dont ils sont susceptibles jusqu'à celui où les lésions sont tellement graves que toutes les fonctions sont devenues impossibles et que tous les mouvements sont arrêtés. La physiologie et la pathologie s'éclairent réciproquement, mais il faut bien dire que la continuité d'une transition entre un état et un autre peut fort bien être compatible avec l'hétérogénéité de cet état. La continuité des stades moyens n'abolit pas la diversité des extrêmes. Chez Broussais lui-même, le vocabulaire trahit parfois la difficulté de s'en tenir à l'affirmation d'une réelle homogénéité entre le phénomène normaux et pathologique. Par exemple, les malades augmentent, diminuent, interrompent, dépravent l'intervention de l'encéphale sous les rapports instinctifs, intellectuels, sensitifs et musculaires, et l'irritation développée dans les tissus vivants ne les altère pas toujours dans le mode qui constitue l'inflammation. Plus encore que s'agissant de compte, on remarquera la vague des notions d'excès et de défaut, leur caractère qualitatif et normatif implicite à peine dissimulé, sur leur prétention métrique, c'est par rapport à une mesure jugée valable et souhaitable, et donc par rapport à une norme qu'il à excès ou défaut définir l'anormal par le trop ou le trop peu, c'est reconnaître le caractère normatif de l'état du dit normal. Cet état normal ou physiologique, ce n'est plus seulement une disposition décelable et explicable comme un fait, c'est la manifestation d'un attachement à quelque valeur. Quand Beguin définit l'état normal comme celui où l'organe agisse avec toutes les régularités et l'uniformité dont ils sont susceptibles, nous ne pouvons pas hésiter à reconnaître qu'un idéal perfection, en dépit de l'horreur qu'inspirait à Broussais toute ontologie, plane sur cette tentative de définition positive. On peut esquisser dès maintenant l'objection majeure à la thèse selon laquelle la pathologie est une physiologie étendue ou élargie. L'ambition de rendre la pathologie et par suite la thérapeutique intégralement scientifique en les faisant procéder simplement d'une physiologie préalablement instituée n'aurait de sens que si d'abord une
définition purement objective pouvait donner du normal comme d'un fait, si de plus on pouvait traduire toute différence entre l'état normal et l'état pathologique dans le langage de la quantité, car la quantité seule peut rendre compte à la fois de l'homogénéité et de la variation, on ne pense pas déprécier la physiologie ni la pathologie en contestant cette double possibilité. Mais de toute façon, on doit constater que ni Brousset ni Comte n'ont rempli les deux exigences qui paraissent inséparables à la tentative à laquelle ils ont attaché leur nom. Le fait ne doit pas surprendre de la part de Brousset. Les réflexions méthodiques n'étaient pas son fort. Les thèses de la médecine physiologique avaient pour lui moins la valeur d'une anticipation spéculative à justifier par des recherches patientes que celle d'une recette thérapeutique à imposer sous forme de saignée à tous et à tous dans les phénomènes généraux de l'excitation, muet par son excès en irritation. C'est l'inflammation qu'il visait, spécialement armée de sa lancette. Quant à sa doctrine, la cohérence en doit être attribuée d'abord à ceux-ci qu'elle compose sans trop de soucis de leur implication respective, les enseignements de Xavier Bichat et de John Brown, dont il convient de dire quelques mots. Fin de la page 34. Le médecin écossais Brown, 1735-1788, d'abord élève puis rival de Cullen, 1712-1780, avait été familiarisé par lui avec la notion d'irritabilité proposée par Glisson, 1596-1677, et développée par Haller. Ce dernier esprit universel et génial, auteur de premier grand traité de physiologie, Elementa Physiologicae, 1755-1776, étendait par irritabilité la propriété qu'ont certains organes, et spécialement les muscles, de répondre par une contraction à un stimulant quelconque. La contraction n'est pas un phénomène mécanique analogue à l'élasticité, c'est la réponse spécifique du tissu musculaire aux diverses sollicitations externes. De même, la sensibilité est la propriété spécifique du tissu nerveux. Selon Brown, la vie ne se maintient que par une propriété particulière, l'incitabilité, qui permet aux vivants d'être affectés et de réagir. Les maladies ne sont sous forme de sténie ou d'asthénie qu'une modification quantitative de cette propriété selon que l'incitation est trop forte ou trop faible. J'ai fait voir que la santé et la maladie ne sont qu'un même état et cependant de la même cause, savoir que l'incitation qui ne varie dans les différents cas que par les degrés. J'ai démontré que les puissances qui produisent la santé et la maladie et qui agissent quelquefois avec un degré d'énergie convenable, d'autres fois trop fortement ou trop faiblement, sont également les mêmes. Les médecins ne doivent avoir égard qu'à l'aberration qu'éprouve l'incitation pour la ramener par des moyens convenables au point où réside la santé. En voyant dos à dos les solidistes, les humoristes, Brown affirme que la maladie ne dépend pas du vice primitif des solides ni des fluides, mais uniquement des variations d'intensité de l'incitation. Traiter les maladies, c'est corriger l'incitation dans le sens de l'accroissement ou de la diminution. C.H. D'Orembert résume ainsi ses idées. Brown reprend pour son propre compte et accommode à son système une proposition que j'ai déjà plusieurs fois eu l'occasion de vous rappeler dans ces leçons, savoir que la pathologie est un département de la physiologie, ou comme a dit Brousset, de la physiologie pathologique. Brown affirme en effet, paragraphe 65, qu'il est pleinement démontré que l'état de santé et celui de la maladie ne sont pas différents, par cela même que la puissance qui produisent ou détruisent l'un et l'autre ont une même action. Il cherche à le prouver, par exemple, en comparant la contraction musculaire et le spasme ou le tétanos. Or, ce qui nous paraît particulièrement intéressant dans la théorie de Brown, c'est sans doute qu'elle soit, comme le note à plusieurs reprises d'Orembert, un point de départ des conceptions de Brousset. Mais c'est plus encore qu'elle tende vaguement à s'achever dans une mesure de phénomène pathologique. Brown a prétendu évaluer numériquement la disposition véritable des organes et être
incité que l'affection principale, par exemple l'inflammation des poumons dans le péripneumonie, l'inflation du pied dans la goutte, l'épanchement de sérosité dans une cavité générale ou particulière dans l'hydropysie, et soit comme 6 et l'affection moindre de chaque partie comme 3, le nombre des parties légèrement affectées comme 1000, l'affection partielle sera avec l'affection du reste du corps dans le rapport de 6 à 3000. Les causes existences qui agissent toujours sur tout le corps et les remèdes qui en détruisent les effets dans tout l'organisme confirment l'exactitude d'un pareil calcul dans toutes les maladies générales. La thérapeutique est fondée sur un calcul. Je suppose que la diathèse sténique soit montrée à 60 degrés de l'échelle d'incitation. On doit chercher à soustraire les 20 degrés d'incitation excessive et employer à cet effet des moyens dont le stimulus soit assez faible. Certes, on a le droit et le devoir de sourire devant cette caricature de mathématisation du phénomène pathologique, mais à la condition d'accorder que la doctrine développe jusqu'au bout l'exigence de ces postulats et que la cohérence des concepts est ici bien complète alors qu'elle ne l'est pas dans la doctrine de Broussais. Il y a mieux encore car un disciple de Brown, Lynch, a construit dans l'esprit du système une échelle des degrés d'incitation, véritable thermomètre de la santé et de la maladie, comme dit D'Alembert, sous forme d'une table proportionnelle annexée aux diverses éditions ou traditions des éléments de médecine. Cette table comporte 2 échelles de 0 à 80 accolées et inversées de telle sorte qu'au maximum d'incitabilité, 80 correspond le zéro d'incitation et réciproquement aux divers degrés de cette échelle correspondent par écart dans les deux sens à partir de la santé parfaite, incitation moins 40, incitabilité moins 40, la maladie, leur cause et leur influence, leur traitement, par exemple dans la zone scalaire comprise entre le 60 et le 70 d'incitation, on trouve des affections de la diathèse sténique, péripneumonie, frénésie, variole grave, rougeole grave, éripèle grave, rhumatisme, en regard de quoi l'indication thérapeutique voici. Il faut, pour guérir, diminuer l'incitation. On y parvient en écartant les stimulus trop violents, tandis qu'on ne permet que l'accès des plus faibles ou des stimulants négatifs. Les moyens curatifs sont la saignée, la purgation, la diète, la paix intérieure, le froid, etc. Cette exhumation d'une nosologie désuète n'obéit, y a-t-il besoin de le dire, à aucune intention récréative, à aucun désir de satisfaire une vaine curiosité d'érudit. Elle tend uniquement à préciser le sens profond de la thèse qui nous occupe. Il est logiquement irréprochable qu'une identification de phénomènes dont la diversité qualitative est tenue pour illusoire prenne la forme d'une quantification. Ici, la forme d'identification métrique est seulement caricaturale, mais il n'est pas rare qu'une caricature livre mieux qu'une copie fidèle l'essence d'une forme. Il est vrai que Brown et Lynch ne parviennent en fait qu'à une hiérarchie conceptuelle des phénomènes pathologiques et à un repérage qualitatif d'état entre deux termes extrêmement externes, la santé et la maladie. Repérée n'est pas mesurée à un degré, n'est pas une unité cardinale, mais l'erreur même est instructive. Assurément, elle révèle la signification théorique d'une tentative et sans doute aussi les limites que la tentative rencontre dans l'objet même auquel elle s'applique. En admettant que Broussais pu apprendre de Brown qu'affirmer l'identité aux variations quantitatives près des phénomènes normaux et pathologiques, c'est logiquement s'imposer la recherche d'une méthode de mesure. L'enseignement reçu de Bichat ne pas manquer de contrebalancer cette influence dans les recherches sur la vie et la mort en 1800. Bichat oppose l'objet et les méthodes de la physiologie à l'objet et aux méthodes de la physique. L'instabilité et l'irrégularité sont, selon lui, des caractères essentiels aux phénomènes vitaux, en sorte que les faire entrer de force dans le cadre rigide des relations métriques, c'est la dénaturer. C'est de Bichat que Comte et même C.L. Bernard tiennent leur méfiance systématique à l'égard de tout traitement mathématique des faits biologiques et spécialement de toute recherche de moyenne, de tout calcul statistique.
Or, l'hostilité de Bichat concernant toute intention métrique en biologie s'allie paradoxalement à l'affirmation que les maladies doivent s'expliquer à l'échelle des tissus constituants de l'organisme par des variations, qu'il faut bien dire, quantitatives de leurs propriétés. Analyser avec précision les propriétés des corps vivants, montrer que tout phénomène physiologique se apporte en dernière analyse à ces propriétés considérées dans leur état naturel, que tout phénomène pathologique dérive de leur augmentation, de leur diminution ou de leur altération, que tout phénomène thérapeutique a pour principe leur retour au type naturel, dont elle était écartée, fixée avec précision les cas où chacune est mise en jeu. Voilà la doctrine générale de cet ouvrage. On est ici à la source de cette ambiguïté de notions qu'on a reproché déjà à Broussais et à Comte. Augmentation et diminution sont des concepts de valeur quantitative, mais altération est un concept de valeur qualitative. Sans doute, on ne peut en vouloir à des physiologistes, à des médecins de tomber dans le piège du même et de l'autre, où tant de philosophes se sont pris depuis Platon, mais il est bon de savoir reconnaître le piège, au lieu de l'ignorer si allègrement au moment même qu'on s'y prend. Toute la doctrine de Broussais est en germe dans cette proposition de Bichat. Tout moyen curatif n'a pour but que de ramener au type qui leur est naturel les propriétés vitales altérées. Tout moyen qui, dans l'inflammation locale, ne diminue pas la sensibilité organique augmentée, qui, dans les éodématies, les inflations, etc., n'augmente pas cette propriété totalement diminuée, qui, dans les convulsions, n'amène pas à un degré plus bas la contractilité animale, qui ne l'élève pas à un degré plus haut dans la paralysie, etc. Donc, essentiellement, son but, il est contre-indiqué. La seule différence est que Broussais ramenait toute pathogénie à un phénomène d'accroissement et d'excès, et par suite toute thérapeutique à la saignée. C'est vraiment le cas de dire que l'excès en tout est un défaut. On s'étonnera peut-être de voir que l'exposé d'une théorie d'art, Comte, soit devenu prétexte d'une exposition introspective. Pourquoi n'avoir pas d'emblée adopté l'ordre historique? Mais d'abord, le récit historique renverse toujours l'ordre vrai d'intérêt et d'interrogation. C'est dans le présent que les problèmes sollicitent la réflexion. Si la réflexion conduit à une régression, la régression lui est nécessairement relative. Ainsi, l'origine historique importe moins en vérité que l'origine réflexive. Certes, Bichat, fondateur de l'histologie, ne doit rien à Auguste Comte. Encore même n'est-ce pas sûr s'il est vrai que les résistances rencontrées en France par la théorie cellulaire tiennent largement aux fidélités positivistes de Charles Robin. Or, on sait que Comte n'admettait pas qu'après Bichat que l'analyse pût aller au-delà des tissus. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que même dans le milieu médical de culture, les théories de pathologie générale propres à Bichat, à Brown et à Broussais n'ont exercé d'influence que dans la mesure où Comte y a reconnu son bien. Les médecins de la seconde moitié du XIXe siècle ignoraient pour la plupart Broussais et Brown, mais peu ignoraient Comte ou Littré, comme aujourd'hui la plupart des physiologistes ne peuvent ignorer C.L. Bernard, mais méconnaissent Bichat et à qui C.L. Bernard se rattache par l'intermédiaire de Magendie. De rencontrer aux sources lointaines des idées de Comte à travers la pathologie de Broussais, de Brown, de Bichat nous permet de mieux comprendre la portée et les limites de ces idées. Nous savons que Comte tenait de Bichat par l'intermédiaire de son maître en physiologie de Bainville une hostilité décidée à toute mathématisation de la biologie. Il s'en explique longuement dans la 40e leçon du cours de philosophie positive. Cette influence, quoique discrète, du vitalisme de Bichat sur la conception positiviste des phénomènes de la vie balance les exigences logiques profondes de l'affirmation d'identité entre les mécanismes physiologiques et les mécanismes pathologiques, exigences du reste méconnu par Broussais ou autres truchements sur un point précis de doctrine pathologique entre Comte et Bichat. On devra retenir encore que les intentions et les visées de Comte sont bien différentes de celles de Broussais
ou les ascendants spirituels de ce dernier quand il développe les mêmes conceptions en matière de pathologie d'une part, qu'on prétend codifier les méthodes scientifiques. D'autre part, il prétend fonder scientifiquement une doctrine politique en affirmant de façon générale que les maladies n'altèrent pas les phénomènes vitaux, comme se justifie d'affirmer que la thérapeutique des crises politiques consiste à ramener les sociétés à leur structure essentielle et permanente et ne tolérer le progrès que dans les limites de variation de l'ordre naturel que définit la statique sociale. Le principe de Broussais reste donc dans la doctrine positiviste une idée subordonnée à un système. Ce sont donc les médecins, les psychologues et les littérateurs d'inspiration et de tradition positiviste qui l'ont diffusée comme conception indépendante. Fin de la page 40. J'espère que ces 40 premières pages du normal et du pathologique de Canguilhem Georges vous auront plu et vous auront donné envie d'acheter le livre ou de vous intéresser à d'autres livres en rapport avec le sujet que je mettrai en lien dans la description de la vidéo. Bien à vous.